Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Tout de suite, les titres. Le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, regagne la capitale après avoir assisté au 70e anniversaire du débarquement de province. Début aujourd'hui à Nouakchott des réunions du comité technique des experts préparatoires de la 3e session ordinaire du Conseil des ministres de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte. Les pays du continent africain renforcent les mesures de sécurité pour lutter contre le virus Ebola. Merci de nous accueillir chez vous. Mais avant le développement de ces titres, le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, a reçu aujourd'hui une communication téléphonique de son homologue tunisien, Mohamed Monsef Marzouki. Au cours de cette communication, il a été question des relations de coopération entre les deux pays ainsi que des questions d'intérêt commun. Le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, Mohamed Ould Abdelaziz, avait regagné hier soir Nouakchott en provenance de France où il avait participé en compagnie de son épouse, Madame Mariam Mint Ahmed, dite Tekber, aux festivités marquant le 70e anniversaire du débarquement de province. À son arrivée à l'aéroport international de Nouakchott, le président de la République a été accueilli par le Premier ministre Dr Moulay Ould Mohamed Laghlaf, des membres du gouvernement, du directeur adjoint du cabinet, du président de la République, du Wali et de la présidente de la communauté urbaine de Nouakchott. Au cours de ce voyage, rappelons-le, le président de la République était accompagné, outre de la première dame, Mariam Mint Ahmed, d'une forte délégation comprenant notamment M. Ahmedoul Tegedi, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, M. Ahmedoul Bahia, directeur du cabinet du président de la République, M. Sidney Sorana, chargé de mission à la présidence de la République, M. Ishaq Saad, conseiller à la présidence de la République, M. Sidi Ould Khlifa, chargé de mission à la présidence de la République, M. Zain Abidine Mohamed, chargé de mission à la présidence de la République, et M. Izidbi Mohamed Mahmoud, conseiller à la présidence de la République, M. El-Hassan Ould Ahmed, directeur général du protocole d'État. Notons que le chef de l'État et président en exercice de l'Union africaine a participé vendredi soir en compagnie de son épouse aux festivités marquant le 70e anniversaire du débarquement des forces alliées en province. L'hélicoptère qui transportait le couple présidentiel avait atterri dans l'après-midi sur le porte-avions Charles de Gaulle dans la navale basse de Toulon sur la rive de la Méditerranée. Retour sur ses activités avec Cherzen Lessin. 15 août 1944, 15 août 2014, 70 ans que la France est libérée du joug de l'occupation allemande, grâce en partie au concours des combattants de l'armée d'Afrique et ceux des Alliés. Ce 70e anniversaire de débarquement de Provence a été fêté cette année en grande pompe avec la participation de 28 pays, 19 chefs d'État et plus de 800 invités, dont des anciens combattants, venus honorer de leur présence cet événement grandiose dans l'histoire des relations franco-africaines. La cérémonie s'est déroulée à bord du porte-avions Charles de Gaulle, ancré au large de Toulon. L'occasion pour le président français François Hollande d'exprimer la gratitude de la France aux combattants de l'armée d'Afrique et des Alliés. Il a ajouté qu'une bonne moitié des soldats français qui avaient pris part au débarquement venaient du Maghreb et d'Afrique noire, énumérant les pays qui ont contribué à la libération de la France, dont notre pays, la Mauritanie. Le président français a exprimé sa reconnaissance à l'ensemble de ces pays pour leur sacrifice. À la jeunesse française issue de l'immigration, François Hollande a dit qu'ils sont les héritiers de cette page de l'histoire et qu'ils peuvent en être légitimement fiers. Depuis que la France existe, les Français n'ont pas les mêmes origines, n'ont pas la même religion, n'ont pas la même couleur de peau, mais ils forment la France, a dit le président français. C'est du Sud que l'Europe doit son salut, elle ne doit jamais l'oublier, a déclaré le président français. Nous devons maintenant, à notre tour, la France, l'Europe, rendre au Sud ce qu'il a été capable de nous donner à l'été 1944. Nous devons leur apporter soutien, appui, sécurité, solidarité et développement.
Il a ainsi fait référence à la lutte contre les djihadistes en Irak et en Syrie, mais aussi à l'épidémie du virus Ebola ou à la nécessité de trouver des solutions humaines face au phénomène des migrations afin de ne pas accepter de voir la Méditerranée se transformer en cimetière. Sous les yeux des invités, une parade navale d'une vingtaine de bâtiments de guerre, 13 Français et 7 étrangers, britanniques, américains, tunisiens, algériens et marocains, commémorer l'opération dite Dragoon déclenchée le 15 août 1944, 70 jours après le débarquement en Normandie qui avait pour objectif pour les Alliés 450 000 hommes, dont environ 250 000 Français de débarquer dans le sud de la France pour prendre en tenaille l'occupant allemand et le contraindre à battre en retraite. L'assistance a par ailleurs suivi une parade de l'armée de l'air qui a suscité son admiration. Des avions de guerre et des hélicoptères ont été de la partie. À la fin des festivités, le président français a invité les chefs d'État qui assistaient à cette cérémonie à en dîner. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a effectué une visite d'information aux travaux en cours dans le nouveau complexe universitaire. Il était accompagné par ses homologues des affaires économiques et du développement et des finances. Précision avec Abdoulaye Damaba. Le nouveau campus universitaire est fin prêt pour la prochaine rentrée universitaire. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Bekay Ould Abdelmalik, s'est rendu sur les lieux afin de constater de visu l'état de ce nouveau campus. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique était accompagné par le ministre des Affaires économiques et du Développement, Sidi Oulta, et du ministre des Finances, Thiam Djambar. Ce joyau, qui va dorénavant accueillir les étudiants de l'Université des sciences, de technologie et de médecine, dispose de toutes les commodités que sont l'eau, l'électricité et l'Internet. Rien n'a été laissé au hasard pour mettre les futurs pensionnaires de ce nouveau campus dans des conditions idoines. L'objectif de cette visite aujourd'hui, c'est de se rendre, de voir sur les lieux l'avancement des travaux qui vont garantir la rentrée, Inch'Allah, en 2014. Tout est mis en place pour que la rentrée, Inch'Allah, octobre 2014, soit dans de bonnes conditions ici à Syrie. Donc, d'un côté, on a visité le restaurant universitaire. Ces travaux seront achevés d'ici début octobre, Inch'Allah, pour accueillir les étudiants. Pour le transport, la Société nationale de transport a déjà pris toutes les précautions pour que le transport soit assuré. En ce qui concerne encore, alhamdoulilah, l'eau, l'électricité, les télécommunications, tout est en place et les bâtiments sont beaux. Avec ce nouveau campus flambant neuf, l'environnement et les conditions d'études des étudiants vont connaître à coup sûr une nette amélioration. Tout cela au grand bonheur des étudiants. Les réunions du comité technique des experts préparatoires de la 3e session ordinaire du Conseil des ministres de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte ont débuté aujourd'hui à Nouakchott. Les experts auront à discuter durant 2 jours de l'ensemble des points inscrits à l'ordre du jour de cette rencontre, notamment en ce qui concerne l'approbation du rapport d'activité technique et financier de 2013 et le plan d'action 2014. Abdelrahman Hamadan. Ces réunions des experts ont pour objectif la préparation de la 3e session ordinaire du Conseil des ministres de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte. Les experts auront à discuter durant 2 jours de l'ensemble des points inscrits à l'ordre du jour de cette rencontre, notamment en ce qui concerne l'approbation du rapport d'activité technique et financier de 2013 et les plans d'action de 2014. Les réunions porteront également sur l'examen des questions financières, notamment la grille des salaires et le processus de recrutement du personnel de l'agence, ainsi que l'état de la mise en œuvre de la Grande Muraille Verte dans les États membres, en vue de sortir avec des recommandations phares permettant d'accomplir les procédures d'accès aux financements internationaux consacrés à cette institution. La présente rencontre des experts, en plus d'être un lieu de discussion technique et fraternelle, et franche, est un échange nécessaire et un partage fructueux d'expérience entre les États membres. Les résultats des travaux feront ressortir, j'en suis sûr, au niveau des pays membres,
l'état exact de mise en œuvre du plan d'action de l'Agence panafricaine de la Grande Mer Verte. D'ores et déjà, et compte tenu de l'expérience personnelle et collective des experts, je suis persuadé qu'au sortir de 2 jours de discussions et d'échanges d'idées, émergeront des projets de décision dignes des ambitions communes des États membres engagés dans un front uni, sans précédent dans l'histoire africaine et même au-delà du combat des défis environnementaux. La désertification, le changement climatique et leur lourd fardeau, devenus presque des défis planétaires, requièrent une réponse appropriée pour démontrer que l'aridité de l'essentiel des terres africaines n'est pas une fatalité. L'initiative de la Grande Muraille Verte s'inscrit dans cette logique. Il s'agit d'une approche innovante, holistique, multisectorielle du développement dont la particularité est l'action dans la solidarité, la vision commune et la synergie dans les approches et les moyens. Il s'agit d'entreprendre le combat de restauration, de récupération et de protection des terres par des actions concertées. Au-delà de cette intention, que nous voulons qu'elle se concrétise, j'invite les partenaires à plus de mobilisation, car nous sommes dans une phase où les paroles doivent laisser place aux actes. Pour sa part, le représentant de l'Union africaine à cette rencontre, M. Paul Ilfis, a apprécié le rôle attendu de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte dans le rapprochement des points de vue et la synergie des efforts des pays membres dans la lutte contre la désertification, la dégradation des terres et la gestion durable des ressources naturelles. Quant à la représentante résidente du PNUD en Mauritanie, Mme Koumbamar Gadio, elle a remercié le gouvernement mauritanien d'avoir abrité les sièges de l'agence et des efforts engagés pour un développement durable et inclusif, réitérant la disponibilité des agences des Nations Unies à appuyer la Mauritanie dans ce processus. Il est à noter que l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte a été créée en 2010 au cours du sommet des présidents et chefs de gouvernement des pays membres tenu à N'Djamena, capitale du Tchad. Toujours au même chapitre, la création de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte est considérée comme un grand pas franchi par les pays du Sahel. Nous restons avec Abdelrahman Hamadan pour la fiche technique de ce projet. L'initiative de la Grande Muraille Verte est apparue en 2002 lors du sommet spécial de l'Union africaine tenu au Tchad à l'occasion de la Journée mondiale pour combattre la désertification et la sécheresse. Les concepts CPAP transformés en une mosaïque d'interventions destinées à relever les défis auxquels sont confrontées les populations du Sahel et du Sahara après la création de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte lors du sommet tenu en 2010 à la capitale tchadienne N'Djamena avec la participation de 11 pays, à savoir le Burkina Faso, le Djibouti, l'Érythrée, l'Éthiopie, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, le Soudan et le Tchad. L'agence qui travaille sous la tutelle de la Commission de l'Union africaine a pour mission principale la planification, la coordination, le suivi, l'évaluation et la mobilisation des ressources financières des activités de réalisation de la Grande Muraille Verte. La vision de ce projet majeur africain est de s'attaquer résolument aux principaux fléaux environnementaux et climatiques dans le cadre d'une coopération régionale et d'une synergie d'action. La 3e session ordinaire du Conseil des ministres des pays membres de la Grande Muraille Verte se tiendra du 17 au 19 août 2014 à Nouakchott, sous la présidence de son Excellence M. Mohamed Ould Abdelaziz, président de la République, président de l'Union africaine. Alors, pour plus de précisions sur ce sujet, nous recevons ce soir sur ce plateau le directeur de l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte au ministère de l'Environnement et du Développement durable, M. Cherna Ould Mohamed Salem. Merci. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Alors, la première question que je m'en veux vous poser, c'est quels sont les objectifs de l'Agence panafricaine pour la Muraille Verte et quel est l'historique de cette agence? Merci madame. L'historique de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte, c'est une institution panafricaine qui a été créée en juin 2010 lors du sommet des chefs d'État et de gouvernement qui s'est tenu à N'Djamena. Les chefs d'État ont signé lors de ce sommet la convention de création de cette institution. Notre pays est l'un des pays fondateurs.
l'agence panafricaine a été créée suite à l'adoption de la stratégie commune et du plan d'action de l'initiative de la Grande Muraille Verte qui a été adoptée par l'Union africaine en 2009. L'objectif de cette agence nationale est de créer un partenariat africain pour combattre ensemble les fléaux environnementaux qui sont la dégradation des terres et la désertification, et en contribuant à la sécurité alimentaire et en améliorant le développement socio-économique des populations rurales du Sahara et du Sahel. Alors, monsieur le directeur, depuis sa création en 2010, quelles sont les étapes qui ont été franchies par l'agence? Quelles sont les étapes? D'abord, quelles sont les étapes des États membres? La Mauritanie a signé la convention de création, mais elle a ratifié cette convention, elle a honoré ses engagements institutionnels et financiers à travers la mise en place de l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte et a respecté les paiements des cotisations statutaires. L'Agence panafricaine a mené un certain nombre d'actions au niveau sous-régional en contribuant à la mise en place d'une plateforme de concertation pour conjuguer l'effort de l'ensemble des pays membres pour lutter contre ce fléau qui demande un effort commun. Aujourd'hui, notre pays a réalisé toutes les recommandations du dernier sommet et celui du Conseil des ministres. Pour rappel, le deuxième sommet qui s'est tenu en mai 2013 en N'Djamena a choisi notre président de la République pour assurer la présidence du sommet des chefs d'État et de gouvernement de cette agence panafricaine. Deuxième décision de ce sommet des chefs d'État, c'est le transfert du siège de cette agence panafricaine à Nouakchott. Troisième décision, que le troisième sommet des chefs d'État se tient en Mauritanie. Il y a lieu de rappeler que notre pays préside le Conseil des ministres de cette agence panafricaine pour laquelle ces assises qui se tiennent aujourd'hui du Conseil des ministres sont sous la présidence de la Mauritanie. Alors, vous venez de le dire, le Conseil sera présidé par la Mauritanie. Alors, quelles sont vos attentes par rapport à ça et quels défis pourrez-vous réaliser? Quels sont les défis ou les impacts quel impact, je veux dire, quels sont les impacts qu'auront cette réunion par rapport aux défis auxquels vous avez en face? Ces réunions du Conseil des ministres sont statutaires. L'ordre du jour de ces réunions, c'est d'étudier les rapports techniques et financiers et l'adoption pour l'année à venir. Nous attendons de ce Conseil des ministres qu'il prenne des décisions fermes pour que l'ensemble des pays membres respectent ses engagements, pour que l'agence panafricaine ait les moyens qui lui permettent de réaliser les ambitions et les attentes des pays membres, particulièrement les populations rurales du Sahara et du Sahel, pour permettre de mener un plaidoyer au niveau international et porter la position commune des pays membres par rapport aux institutions régionales, sous-régionales et internationales pour que le programme phare africain
puisse être réalisé sur le terrain au bénéfice des populations pauvres et pour renverser les tendances que nous vivons sur le terrain qui permettra aux populations rurales de pouvoir revenir au terroir et inverser la tendance de l'exode rural. Alors, juste une dernière question. Pensez-vous que les pays membres pourront vraiment relever le défi de la désertification dans le Sahara? Merci madame, c'est une très bonne question. La Mauritanie est l'un des pays qui a combattu la désertification. Elle est l'exemple dans la région. Elle a l'expertise. Mais le phénomène de la désertification et la dégradation des terres montrent qu'il n'est pas à la portée d'un pays et qu'il faut conjuguer l'effort de l'ensemble au niveau d'Afrique et au niveau international. Et ces 11 pays ont créé une convention qui permettra de conjuguer leurs efforts et de porter la voix au niveau international à travers cette agence panafricaine pour pouvoir combattre ensemble ce fléau. Chaque pays avait auparavant réalisé des actions, mais qui sont limitées, qui sont circonscrites. Et là, il faut avoir une ambition large parce que la dégradation des terres, la désertification, les phénomènes de changement climatique ne connaissent pas des frontières et toute la région subissent les mêmes effets et c'est pourquoi il faut conjuguer cet effort. Et là, je pense que c'est une position commune qui a été créée, conçue et créée par nos voyants chefs d'État qui ont vu réellement l'ampleur du danger et ils mettent ensemble leurs efforts. Alors, merci beaucoup, M. Chernaoul Mohamed Salem, d'avoir répondu à notre invitation et merci beaucoup pour ces éclairages que vous avez apportés aux téléspectateurs. La suite de ce journal, ici, dans la capitale Nouakchott, les travaux d'une session de formation organisée par le programme de la lutte contre la pauvreté en milieu rural par le biais de l'appui aux filières au profit des responsables chargés du suivi et de l'évaluation des activités filières soutenues par le programme. L'atelier de 5 jours vise à doter les participants des outils leur permettant d'assurer le suivi des changements prévisibles dans la mise en œuvre effective des activités du programme ainsi qu'à contribuer aux efforts de transparence en vigueur dans la gestion des projets. Mohamed Zamzam. L'atelier de 5 jours vise à doter les participants des outils leur permettant d'assurer le suivi des changements prévisibles dans la mise en œuvre des activités des programmes de lutte contre la pauvreté en milieu rural PROLPRAF ainsi qu'à contribuer aux efforts de transparence en vigueur dans la gestion des projets. Le secrétaire général du ministère du Développement rural, M. Mohamed Ahmed Aïda, a indiqué à cette occasion que l'atelier s'inscrit dans le cadre de l'exécution du programme du président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, visant l'implication effective des organisations professionnelles dans la gestion des affaires publiques. Le secrétaire général du ministère du Développement rural a souligné également que les participants se pencheront sur l'examen et la discussion des sujets relatifs au suivi, à l'évaluation et à la façon de les exploiter dans leur plan de développement, remerciant les partenaires au développement, en particulier le FIDA. Le coordinateur du programme de lutte contre la pauvreté en milieu rural par le biais de l'appui aux filières, M. Mohamed Abdallahi, a passé en revue un ensemble d'activités exécutées dans le domaine du développement local. Cet atelier de 5 jours organisé par le programme de lutte contre la pauvreté rurale par l'appui aux filières a pour objectif de transmettre les outils nécessaires au suivi et évaluation, de les transmettre aux points focaux chargés du suivi et évaluation de l'ensemble des activités du programme au niveau rural, donc au niveau des zones d'intervention du programme. Il s'inscrit dans le cadre des politiques nationales visant à transférer le pouvoir public aux
professionnels de base, c'est-à-dire aux organisations rurales de base, pour qu'elles-mêmes puissent prendre en main et prendre en charge le développement local avec l'appui et l'encadrement de l'État. Il est à noter que le programme de lutte contre la pauvreté par l'appui aux filières a été créé en 2011 sur un financement du Fonds international pour le développement agricole FIDA sur une période de 6 ans. Le marché, appelé communément marché du bois dans la Mourata d'Elmina, offre aux clients à faible revenu du matériel et des services souvent à moindre coût. Il absorbe également des jeunes chômeurs en quête de travail. C'est un reportage signé Babacar Ndiaye. C'est une bonne niche pour trouver du mobilier pour maison. Bienvenue au marché du bois situé à Elmina. Ici, on trouve un peu de tout, des fenêtres, toute une gamme de portes intérieures et même des cageots pour élever ses volailles. On fabrique tout ici, explique ce jeune homme. Non seulement le marché attire toutes sortes de clientèle, mais aussi on y trouve un peu de tout. Un avis partagé par cette femme visiblement satisfaite de l'existence de ce marché. Ce n'est pas cher, dit-elle, c'est accessible à toutes les bourses. On repart toujours avec ce que l'on est venu chercher. D'année en année, ce marché grignote des terres, accueille de nouveaux entrepreneurs, devenant ainsi un point de chute pour de nombreux jeunes à la recherche d'un emploi. Les jeunes doivent ranger leur ego et comprendre qu'il n'y a pas de saut métier, dit ce jeune homme. Ce n'est pas vraiment une bonne manière de faire avancer les mentalités en ayant les yeux plus gros que le ventre. Ce marché approvisionne une bonne partie de la population de Nouakchott et beaucoup de familles sont tributaires à ce marché devenu indispensable en l'espace de quelques années. Et nous clôturons ce journal par l'actualité internationale sous forme de brève avec Babacar Ndiaye. À la veille de la reprise des négociations entre Israéliens et Palestiniens, des milliers de personnes sont descendues dans les rues de Tel Aviv pour une manifestation pour la paix et pour inciter également le gouvernement à reprendre les négociations directes avec Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne. Ce rassemblement est le plus important depuis le début des frappes et les pourparlers indirects en Égypte. Les autorités sanitaires guinéennes viennent de mettre en place des mesures extraordinaires pour lutter contre le virus Ebola. La Guinée a décrété mercredi dernier un état d'urgence sanitaire. Le virus Ebola a déjà fait plus de 300 morts. Parmi ces mesures du plan d'urgence, le renforcement des contrôles sanitaires aux frontières. Environ 80 militaires et civils ont été formés pour faire office d'agents de santé aux différents points d'entrée en Guinée comme au Libéria et à la Sierra Leone. L'armée ukrainienne a annoncé aujourd'hui avoir repris aux insurgés des positions dans la ville de Lugansk à l'issue de combats dans cette zone. Kiev a également annoncé que la Russie avait lancé en Ukraine 3 lance-roquettes et qu'une colonne militaire russe aurait fait incursion à 70 km de Lugansk. L'aéroport de cette ville a été bombardé et un avion ukrainien aurait été abattu. Alors c'était tout pour l'actualité d'aujourd'hui, mais avant de nous quitter, le rappel des titres. Le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, regagne la capitale après avoir assisté au 70e anniversaire du débarquement de province. Début aujourd'hui à Nouakchott des réunions du comité technique des experts préparatoires de la 3e session ordinaire du Conseil des ministres de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte. Les pays du continent africain renforcent les mesures de sécurité pour lutter efficacement contre le virus Ebola. Le JTF est à présent terminé. Merci aux équipes techniques et rédaction qui ont participé à sa conception. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dimanche prochain sur les antennes d'Al Mauritania. D'ici là, passez d'agréables moments en compagnie des programmes d'Al Mauritania.